Voilà, donc je m'appelle Jean-Michel Guillemot, je suis le directeur opérationnel d'Assetsman et je suis accompagné de Celso. Bonjour, Celso de Azevedo, bonjour à tous, merci d'être là, soyez bienvenus. Celso de Azevedo, donc je suis le CEO d'Assetsman. Donc ce que l'on vous propose là pour ce webinaire, donc sur la décision stratégique durable, c'est d'évoquer en quelques slides et surtout la présentation ensuite d'une étude de cas, donc la question de des décisions stratégiques durables. Donc quelques slides de présentation. Ensuite, on parlera d'un outil support de ces décisions, donc Assets Value, alimenté d'une étude de cas, bien entendu, on va dire assez rapide, hein, pour présenter les concepts associés à ces décisions stratégiques. Et puis un jeu de questions-réponses si le temps nous le permet, bien entendu. Alors, si on revient sur l'histoire, j'aurais tendance à dire c'est toujours intéressant de revenir sur une histoire. Il y a plus de 25 ans, on était d'ailleurs avec Celso confronté à une étude où en fait c'était le commissariat à l'étude aux énergies atomiques en fait qui nous posait une question, comment le pont du Gard est toujours le pont du Gard, comment le château de Versailles est toujours le château de Versailles. L'idée, c'était, voilà, pour le stockage de bure, c'était se poser la question très très tôt Stockage radioactif. stockage d'éléments radioactifs, hein, le stockage en profondeur d'éléments radioactifs, faiblement radioactifs, mais radioactifs quand même. La question qui était posée, c'était comment on fait pour maintenir en conditions opérationnelles, donc ça veut dire l'exploitation et la maintenance, maintenir en conditions opérationnelles cette installation pendant 300 ans. Donc il faut l'imaginer quand même très très tôt. Et là, voilà, on commence on était il y a 25 ans, on commence à voir les prémices de la gestion d'actifs au sens maintien du patrimoine sur la durée de vie et se poser la question de ces éléments de décision en termes de stratégie pour le maintien de la performance. Alors à mon échelle, une autre histoire, j'ai fait construire une maison en 2005. Alors c'était pas le château de Versailles, c'était une maison bien plus humble. Mais à l'époque, le constructeur m'a dit voilà, on va mettre des volets sur votre maison et vous avez le choix entre des volets en bois, entre des volets en PVC ou des volets en alu. Alors, ben, je faisais une construction d'une maison, j'étais pas trop riche à l'époque. Il m'a dit, bah, bien évidemment, les volets en bois, c'est les moins chers. Les volets en alu, c'est les plus beaux, mais c'est extrêmement cher. Et les volets en PVC, c'est pas les plus jolis, mais c'est ceux qui garantissent un maintien de la performance énergétique la plus importante. Et donc, j'ai mis ces volets en bois. Et puis, quand on me les a vendus, on m'a dit, bah voilà, normalement, vous devriez être tranquille pour une vingtaine d'années. Donc, je prévoyais dans mon dimensionnement, hein, mes OPEX, mes CAPEX, un remplacement dans une vingtaine d'années. Ce qu'on a oublié de me dire, c'est que pour que ça tienne une vingtaine d'années, il fallait tous les ans que je mette un petit peu de Bondex sur ces volets, un petit peu de vernis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 ans, bah, ils étaient dans un état, vous pouvez voir la photo, c'est pas cela, mais ça peut y ressembler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, un choix stratégique dès le départ amène à des renouvellements. Bah, les renouvellements, bien entendu, à une échéance donnée. Si on est sur du PVC, ça va durer très longtemps. Si on est du bois, avec du bois, on sait très bien qu'au bout d'une dizaine d'années, il va falloir prévoir du remplacement. Le problème, dans cet exemple-là, ça veut dire qu'il y a aussi à cette décision une stratégie d'OPEX, puisque si je ne mets pas le petit bondex sur mes volets, ça veut dire que je rétrécis la durée de vie de mes volets et au lieu de les changer tous les 20 ans, je les change tous les 10 ans. Donc on voit bien que l'on a besoin très très tôt, hein, d'imaginer cette stratégie pour pouvoir donner de la pérennité à un actif et d'évoluer dans cet état-là. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que ça a un impact directement sur mon bien et la valeur de mon bien. Alors des exemples, il y en a beaucoup, hein, et puis je dirais qu'aujourd'hui on est un petit peu rattrapé par l'histoire. L'histoire des problèmes de ces notions de durée de vie. Hein. Aujourd'hui, regardez l'état des routes en France. Alors on a un état des autoroutes qui est quand même très correct, mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'en occupent. Regardez le réseau départemental ou le réseau national dans l'état où on en est. Ça veut dire que globalement, il faut mettre de l'argent pour pérenniser l'actif sur le cycle de vie. Il faut
se poser la question des rénovations complètes. Hein. C'est pas parce qu'on vient faire, je dirais, un rapiècement sur une route que l'on va garantir la structure en dessous. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut décrouter, remplacer et se poser la question de la pérennité. Je vous présente juste là sur le côté le pont de Tancarville. Il y a une trentaine d'années, j'ai fini mes études au Havre. J'ai vécu le remplacement. À l'origine, le pont de Tancarville avait un seul câble en porteur. Ils se sont aperçus qu'il y avait des points de corrosion. Enfin, il y avait une corrosion généralisée là, au centre. Donc, ils ont remplacé ce porteur par deux câbles. J'ai vécu ce remplacement. Donc voilà, on est dans ces dimensions. À un moment donné, on est sur des actifs de durée de vie importante. Il faut imaginer ces installations, enfin ces remplacements importants. Et surtout, ça se prépare. Hein. Quand je parle de l'outil qu'on vous présentera tout à l'heure, c'est bien cette projection des besoins stratégiques et se poser la question du remplacement. Donc si on revient sur les exigences de la discipline de la gestion d'actifs, c'est fournir les éléments de décision quant à la projection des besoins de renouvellement et de rénovation pour le maintien du patrimoine, soit la valeur, soit le maintien de la production. On va parler là de manque à gagner. Mesurer l'état de ce patrimoine, c'est être capable d'en voir l'évolution. La décision, le gestionnaire d'actifs propose, la décision revient à la direction ou aux opérationnels. Ce qu'on demande à la gestion d'actifs, c'est être capable à tout moment d'émettre un avis sur l'état de ce patrimoine et son évolution dans le temps. C'est regarder l'évaluation des risques, coûts, opportunités des décisions, et en particulier si on ne fait pas ce renouvellement, à quoi on s'expose. Et puis, bien entendu, la priorisation de ces besoins de renouvellement pour l'atteinte des objectifs de la gestion d'actifs. L'idée même de la gestion d'actifs, c'est ces décisions pour tenir ces objectifs. À travers voilà, ces dimensions, une planification stratégique. Donc on est sur du long terme, on n'est plus à l'échelle de nos connaissances. On a bien évidemment à nos connaissances, on sait ce qui va se passer sur 10 ans, sur 15 ans. Si on est sur des échelles un peu plus importantes, il va falloir utiliser des outils pour pouvoir identifier ces besoins de renouvellement. Donc on est dans la planification stratégique de ces besoins que l'on va associer bien évidemment à une planification opérationnelle à partir du moment où on a identifié ses besoins. Renouveler un certain nombre d'équipements veut dire faire des études, donc ça veut dire mettre ça dans le temps. Donc là, on arrive sur la planification opérationnelle. La planification opérationnelle revient plutôt à l'exécution. Par contre, la planification stratégique, on est plutôt sur ces notions de gestion d'actifs. Alors, pour faire tout ça, il y a des solutions. Je vous propose de évoquer un élément je dirais, un exemple de solution. Voilà. Je laisse la parole à Celso. Voilà, tout le monde, toute entreprise et tout actif confondu, qu'il s'agisse des actifs industriels, de l'infrastructure, du bâtiment, toutes les directions générales ont besoin de prendre des décisions, et pour un certain nombre d'entre elles, des décisions de très haute valeur ajoutée, ou tout au moins de très haut impact dans la durée. Et ces décisions requièrent de plus en plus, exactement dans l'esprit de l'introduction que Jean-Michel a fait avec des exemples très très proches de nous, font appel effectivement à peser différentes attributs, différentes variables et qui sont évidemment en contradiction. Ces aspects-là, aujourd'hui, ont été pris à bras-le-corps par les concepts et les méthodes d'asset management. Et l'outil Assets Value est une plateforme digitale orientée particulièrement à la production de scénarios d'aide à la décision d'autres valeurs ajoutées. La décision est quelque chose qui est indissociable de la vie d'une entreprise, indissociable de celles qui investissent à des actifs à capital intensif. Et d'après l'INSEAD, décider de ne pas décider est la quatrième décision la plus fréquente par les gouvernances, d'accord, et de bonne foi et légitimement. Donc tout est dans la question de comment arbitrer, de comment produire des scénarios, aussi bien pour le court, pour moyen et pour le long terme, le thème d'aujourd'hui. Je vais vous présenter très rapidement l'outil Assets Value, qui est un outil moderne, sous cloud, qui ne requiert aucune installation,
très ergonomique et qui est destiné effectivement à la production des scénarios de décision. En produisant des scénarios, on sépare ceux qui sont perdants, on garde ceux qui sont gagnants, et ça nous procure aujourd'hui l'expression des gains directs en cash, ou tout au moins, aussi des économies tangibles traduites sous forme de manque à gagner, comme on a déjà dit. Ces attributs, aujourd'hui, sont démontrés par des clients, sont portés par des utilisateurs. Nous avons ici une citation du patron de Genève Aéroport qui cite comme étant un outil robuste, hein, et qui produit ces scénarios avec rigueur, avec clarté, et qui effectivement aide dans les échanges avec la direction générale, la gouvernance. Qu'est-ce qu'il a comme attribut, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Alors, les avantages sont, on commence toutes les expressions par $2, parce que c'est ça qui est visé en premier dans l'extraction de valeur. L'utilisation de ce type de support simplifie le processus, hein, parce que l'idée c'est de produire un processus avec des étapes qui renforcent la construction des scénarios. Et ce processus, il favorise la communication, on vient d'en parler par le cas de Genève. Il cristallise les méthodes dont les experts d'Assessment l'utilisent depuis des décennies. Alors, on vient de fêter 20 ans cette année. Et il s'intègre parfaitement dans des systèmes d'exploitation existants de vos entreprises. L'intérêt dans la gestion de l'incertitude permet à cet outil de gérer des données qu'on n'en a pas. Hein, il y a beaucoup de données qu'on a dans nos entreprises, mais il y a beaucoup de données qu'on n'en a pas, et qu'on n'en a pas, il vaut mieux les estimer et ensuite gérer par des tests de sensibilité. Et tout ça donne de la crédibilité à la présentation de ces scénarios par l'usage de ces algorithmes qui du coup sont justifiés, les scénarios sont démontrables et donc auditables, tout ce qui demande la gouvernance. Des témoignages font preuve. Là, c'est de l'industrie du papier pour lequel on a les accompagné avec des mentorings inscrits dans plusieurs mois en travaillant à 4 mains, qui permet effectivement de transférer toute la technologie de l'utilisation de ce type d'outils, de méthodologies et de construction de scénarios, mais aussi la Compagnie nationale de Rhône qui l'utilise au quotidien et qui apprécie beaucoup cette partie de gestion de l'incertitude. On s'adresse aussi, puisque nous ne sommes pas les seuls à pouvoir proposer au marché cet outil. Nous avons aussi des partenaires qui le font avec nous, à côté de nous. Et effectivement, nos partenaires sont ravis puisque ça permet à eux, dans leur particularité de leur offre, de bénéficier de ces innovations, d'augmenter l'offre digitale qu'ils ont déjà souvent et qui peuvent être amplifiées, et quelque part revisiter, redéfinir la nature de la valeur ajoutée à eux, tout en rajoutant des choses qui sont, comme je dis, dans leur cœur de leur métier. Quelques informations très rapides sans être trop techniques. Le fait que la construction de scénarios au travers d'une dizaine de modules couvre l'ensemble des différents segments de cycle de vie, aussi bien en mettant en contraste des coûts de décision versus le risque de non-décision, les capex d'achat versus les opex, tel la porte en bois de Jean-Michel de tout à l'heure, et évidemment le court et le long terme, puisqu'en fait il n'y a pas de débat, il faut bien les deux. Il faut bien un résultat en fin d'année, mais il faut bien inscrire dans la durée les performances qu'on demande à nos actifs. Quelques témoignages dans ce type d'utilisation de ce module par nos collègues d'Arkema dans l'utilisation par la gestion de pièces détachées, en contrastant les coûts de pièces qu'on met en stock, mais aussi le risque de ne pas les avoir, et aussi tout le réseau d'eau portugais qui l'utilise de façon intensive notamment dans la préparation de planning d'investissement pluriannuel pour des actifs en fin de vie. Vous connaissez bien le problème des infrastructures en fin de vie. Le secret d'asset value, qui n'en est pas un secret, c'est qu'évidemment, nous avons tous été des patrons industriels et on connaît bien la courbe rouge, là, l'argent qu'on dépense en fonction de nos décisions. Ce qu'on connaît moins, c'est quel est le montant, le risque monétisé de la non-décision, c'est-à-dire combien coûte l'équivalent du montant de la décision si on ne la décidait pas. Et c'est
là, le saut disruptif, l'innovation qu'il propose Assessment en mettant dans cet algorithme une traduction économétrique de la performance technique. C'est important. Pour finir, on accélère le mouvement qui on a commencé il y a 20 ans en le faisant nous-mêmes, l'utilisation de cet algorithme, en le transférant au marché, à un outil qui ne requiert aucune utilisation, il est sous cloud, totalement suivi de formation et de transfert de cette technologie, mais qui peut également s'appuyer sur de mentorat ou alors l'assistance de nos experts et qui s'intègre totalement dans les systèmes informatiques existants, puisque à côté des systèmes existants des grandes sociétés, c'est somme toute une solution informatique relativement petite. Là aussi, il y a un témoignage de Sabesp, qui est le 5e opérateur d'eau et d'assainissement au monde, qui utilise beaucoup notre outil dans la ville de São Paulo au Brésil. Et pour finir, toutes ces solutions nous permettent d'aller très très vite. N'hésitez pas à nous demander un compte démo pour jouer un peu, entre guillemets, avec notre outil. Sont accompagnés des actifs digitaux, qu'on appelle, c'est-à-dire des vidéos qui expliquent comment ça marche et qui expliquent un peu les atouts, mais aussi on peut s'appuyer sur les experts de l'équipe de Jean-Michel, une hotline, bien entendu, et souvent, dans l'évolution de mentalité par rapport à des paradigmes qu'on est obligé de changer dans la prise des décisions, maintenant qu'on dispose des outils aussi performants. Merci beaucoup, Celso. Donc l'idée là maintenant, c'est de passer sur un case assez rapidement, mais quand même permettant de comprendre un petit peu la logique de l'outil. Alors ici, vous avez, l'objectif n'est pas de présenter la totalité de l'outil, bien entendu. L'objectif étant de montrer, alors bien évidemment, il m'a lâché. En fait, comme tout outil, à partir du moment où il est ouvert un certain temps, il se déconnecte. Tant mieux, ils sont faits pour. C'est mieux. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un case. Donc, on va partir sur un exemple en fait qui correspond à l'utilisation en fait de l'outil dans l'industrie de la chimie. La question qui était posée, c'était globalement, on a une cinquantaine de projets à réaliser. Enfin, on a une cinquantaine de demandes aujourd'hui de CAPEX, de CAPEX sustaining pour l'an prochain. Donc il faut absolument faire le tri. On n'a bien entendu pas la totalité du budget admissible pour pouvoir le réaliser. Donc la question qui nous a été posée, c'est voilà, sur les 50 projets, comment on définit le moment opportun de remplacement pour chacun des projets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on verra ce que ça donne en termes de budget sur la totalité. On verra si ça passe. Et si ça passe pas, bien entendu, il va falloir faire la hiérarchisation des CAPEX, de la priorisation. Donc on a utilisé ces deux modules-là. Donc ici, on vient, ça c'est vous voyez qu'il y a un certain nombre d'études. Donc c'est récupérer une étude. On va pas, bien évidemment, développer chacun des, je dirais des onglets pour voir ce que l'on met à l'intérieur. C'est pas l'objectif, mais l'idée première, bien évidemment, de l'information générale. Ça, c'est l'actif actuel. Donc aujourd'hui, cet actif actuel, bien entendu, on est capable de le caractériser, un certain nombre d'informations, des modes de défaillance qui permettent, quand on se pose la question de la durée de vie et du remplacement, on est sur les modes de défaillance structurels qui font que l'équipement, sur des durées de vie longues, va lâcher. C'est soit des problèmes de structure, soit une augmentation du préventif, du correctif lié au vieillissement. Donc on arrive à modéliser tous ces éléments-là dans des onglets. Ici, c'est les onglets permettant de modéliser la fiabilité. Ici, tout ce qui est coûts de dépenses régulières ou irrégulières, les coûts opérationnels, la perte de performance. Et en fait, vous avez un actif actuel, vous avez des actifs candidats au remplacement. L'idée est de pouvoir faire la modélisation donc des coûts et des risques de chacun des candidats pour pouvoir identifier en fait le meilleur candidat au remplacement de l'actif actuel
à travers la mesure des pénalités. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les courbes résultantes de la pénalité. Ça veut dire quoi? Vous prenez un actif actuel, vous dites, bah, on va le changer par un actif futur, vous générez X scénarios, c'est-à-dire vous le remplacez tout de suite, vous le remplacez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Vous cherchez le scénario en termes de coût qui est le meilleur, et bien entendu, vous faites le delta pour identifier la pénalité de ne pas remplacer au bon moment. Et donc là, vous voyez apparaître, selon la technologie que l'on prend, en fait, la pénalité. Donc vous voyez que si on prend la solution bleue, la pénalité, enfin le moment opportun de remplacement est à 3 ans. La solution verte, la solution bleue, alors je vais faire ça, la solution verte, c'était à 4 ans, et vous voyez que si on prend la solution rouge, l'optimum de remplacement est à 6 ans. Alors, bien évidemment, qui dit une solution de remplacement lointaine veut dire une solution qui est nettement moins bonne, et vous voyez bien que la solution bleue est la solution qui anticipe un remplacement plutôt à 3 ans, et si on le décale avec une opportunité économique qui est bien plus grande, donc qui va favoriser en fait ce remplacement par cette technologie. Alors, bien évidemment, l'objectif pour moi n'est pas de développer ce que disait Celso tout à l'heure. Tous les éléments permettent les analyses de sensibilité sur toutes les données d'entrée. Bien entendu, on a le coût annuel équivalent de chacun des équipements. Ce qui m'importe, c'est, voilà, on a fait l'exercice sur 50 projets qui déterminent le moment opportun de renouvellement de chacun des projets, et on peut bien entendu identifier toutes les sensibilités associées. L'idée est de pouvoir derrière faire justement cette priorisation en fait des CAPEX. Donc c'est ce que vous voyez ici dans cet exemple. Donc les projets ont été, je dirais, introduits dans le module. Donc vous avez ici l'ensemble des projets qui apparaissent à ce niveau-là. Vous avez le CAPEX nécessaire au projet, et vous avez toutes les courbes ici. En fait, c'est la reprise des chiffres correspondant aux courbes. Je vais vous montrer un résultat. Donc voilà, par exemple, quand il va falloir remplacer cet équipement-là par celui-là, il faut le faire en 2022. Et si on s'en écarte, vous vous souvenez les courbes tout à l'heure, on génère voilà cette pénalité si on le fait en 2021, cette pénalité si on le fait en 23, en 24, etc. Et puis ça, voilà, l'outil le reprend sur l'ensemble des projets. Donc là, je n'ai pas généré les 50 projets, mais un certain nombre, et vous donne l'optimum de remplacement de ces éléments-là. Alors il vous dit, voilà, en 2020, il va falloir débourser 475 000, 120 000 en 2021, 300 et quelques mille en 2022, etc. Et en faisant ça, puisqu'on le fait à l'optimum, on ne génère pas de pénalité liée au remplacement, ça veut dire que voilà, la pénalité ici, on n'est que sur un élément de CAPEX, et ici, vous n'avez pas de pénalité. Bon, je force un petit peu le trait. La direction dit, moi, 475 000, je n'ai pas, j'ai que 100 000. On va poser la question à l'outil, fais-moi les beaux calculs. Alors, il sait faire. Donc, en fait, il va nous donner, bien évidemment, l'idée étant de générer ces scénarios de lissage. Donc, en fait, ce que fait l'outil, c'est il déplace les éléments en calculant les opportunités, bien évidemment, les incréments de pénalité les plus faibles. Donc, par rapport à un optimum, vous voyez qu'ici, il est passé de là à cet élément-là. Ici, il le laisse le remplacement à ce niveau-là. Là, il le fait à ce niveau-là. L'objectif pour lui, c'est de lisser en fait les CAPEX, ne jamais repasser sur la barre, au-dessus de la barre des 100 000 qui a été définie ici. Bien évidemment, si on fait du lissage, on génère des pénalités. Et je dirais l'idée derrière, c'est quelque part de construire des scénarios, c'est-à-dire on peut regarder ici, on met pas 100 000 mais 150 000. Qu'est-ce qu'on génère comme pénalité? On met 200 000, qu'est-ce qu'on génère comme pénalité? L'idée, c'est de pouvoir, je dirais, derrière, alimenter, en termes d'aide à la décision, d'alimenter peut-être le résultat de cette étude auprès d'une direction stratégique, des incréments de coûts et des incréments de pénalité associés à une stratégie de remplacement
multiples candidats, hein, de multiples candidats que l'on peut rentrer pour cette décision stratégique de renouvellement. Voilà, c'était cette idée de présentation. On leur donne la parole pour des questions, hein. Exactement. L'idée maintenant, c'est éventuellement, si vous avez des questions, bien entendu, on vous écoute. L'écran. À vos questions, s'il vous plaît. Oui, bonjour. En fait, j'ai une question concernant le logiciel. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, donc je m'appelle Tarek Abdoul, donc de la société Climespace. Donc je prépare un master génie industriel sur 2 ans. Du coup, je travaille avec 2 services, service gestion des actifs industriels et service méthode. Du coup, concernant la présentation, j'ai une question. Imaginons, si on prend l'exemple d'un moteur qu'on voudrait renouveler, quelles sont les informations qu'on doit disposer bien en amont avant d'utiliser le logiciel? Est-ce qu'on doit disposer le taux de panne? Non, on essaye d'être le plus près, au plus près de l'opérationnel. Alors ça veut dire quoi? On a beaucoup travaillé, je dirais même on travaille encore sur les informations à collecter. Aujourd'hui, globalement, ce que l'on demande aux professionnels, c'est un état de son matériel. Être capable d'émettre un avis sur, allez, je vais le faire simplement, son matériel est bon, son matériel est moyen, il est mauvais ou il est en ruine. Et puis avec une date de mise en service de son matériel, on arrive à raccrocher la fiabilité. Alors là, après, ça fait appel, je dirais, à la modélisation que permet de faire Assets Value, mais ça permet de raccrocher et de construire l'état de fiabilité et de manque à gagner associé sur des taux de défaillance. Donc voilà ce type d'information. Le coût du remplacement, bien entendu, et puis éventuellement les OPEX qui sont dépensés en termes de maintenance récurrente ou grande maintenance. Donc en fait, vous voyez que, et j'insiste encore sur ce point, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on est à 5 informations aujourd'hui principales qui permettent de modéliser la totalité des éléments et surtout définir ce moment opportun de renouvellement. On travaille beaucoup sur l'élicitation d'avis d'experts en fait. Une chose importante à D'accord. dire, cher monsieur, c'est que autant les techniciens que nous sommes tous, ingénieurs, Jean-Michel et moi, nous sommes également ingénieurs, bah, l'histoire effectivement technique de la performance des actifs, c'est important pour un ingénieur. Mais vous avez remarqué que nous travaillons avec la traduction économique de cette performance. Et vous parlez avec des comptables et avec des financiers, vous verrez que l'histoire passée économique d'un actif n'a aucun intérêt et aucun impact sur les flux économiques futurs. Donc, quand on traduit une performance technique pour prendre une décision future, il faut qu'on fasse des projections économiques du futur. Et contrairement à ce qu'on fait comme ingénieur avec des historiques de panne, ben, on ne peut pas faire des historiques de coûts pour prendre une décision future. Donc, ce serait un peu plus long de le dire aujourd'hui, mais le fait de travailler au moins à 2 dimensions, la technique et l'économique, nous impose à la fois des contraintes sur la façon de modéliser la technique et la traduction économique, et donc des nouvelles exigences et donc des nouvelles façons de recueillir les données, comme a dit Jean-Michel, de façon à être conceptuellement correcte. D'accord, ça marche. Merci. D'autres questions? Soyez à l'aise pour nous la poser, s'il vous plaît. Ou un témoignage, pas forcément une question. Oui, bonjour, Constant Dogno. Je travaille pour l'aéroport de Paris au service ingénierie de maintenance. Je n'ai pas de questions particulières. Ce serait juste un témoignage parce que nous travaillons déjà ensemble avec vous. Et effectivement, c'est la première année de collaboration avec Assetman. Et effectivement, j'ai vraiment hâte d'avoir les résultats des projections de vieillissement, de vétusté de nos installations avec l'outil. Et c'est vrai que là, je n'ai pas de questions techniques fines particulières, si ce n'est de dire on a vraiment besoin de savoir, avec notre budget de CAPEX, quels seront les impacts sur la dégradation future de nos actifs. Ça, c'est vraiment notre gros sujet. En tout cas, merci, monsieur, d'être avec nous. Merci de votre témoignage.
Je rajouterai quelque chose que je viens de dire au collègue précédent qui a posé la question. On sait scientifiquement depuis les années 80, à la fin des années 90, que même si on fait des remplacements à l'identique, le fournisseur, il progresse, puisque les actifs, ils durent quelques dizaines d'années, et on sait aujourd'hui que le point optimal dépend davantage de glamour et des incréments qui ont les nouveaux actifs par rapport aux inconvénients et la dégradation de l'ancien. Et donc tout ça, avec ce que je viens de dire par rapport à l'information économique projetée et les historiques de défaillance, change beaucoup de choses dans notre façon de décider avec l'asset management. Écoutez, on est à l'échéance horaire. Oui, on dépasse même un peu. On va respecter l'heure. Donc, infiniment merci d'avoir participé. N'hésitez pas, la gentillesse de nous mettre peut-être un petit mot en retour via un email, d'un gentil témoignage. Ça nous permettra de nous satisfaire, enfin de progresser encore sur le sujet et de proposer encore d'autres sujets via cette plateforme. Écoutez, on vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci beaucoup de votre présence. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.